à tous. Je suis Paul Roland, je suis le président du 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie beaucoup d'être là. C'est agréable de voir autant de nouvelles têtes. C'est toujours un plaisir de voir qu'on arrive encore à peu près à varier les publics au 308. Je remercie beaucoup Arnaud Théval et Cancan, Jules et Tiffaine pour nous avoir proposé ce projet dans lequel on a vu un grand intérêt. Déjà un intérêt de décloisonnement qui nous plaît bien parce on nous reproche souvent à la Maison de l'Architecture d'être un peu entre architectes tout le temps, pour des architectes, avec des architectes et qu'entre architectes. Et là on voyait la belle opportunité de pouvoir décloisonner dans d'autres champs, notamment le champ artistique évidemment, et puis surtout le champ de l'hôpital qui est à la fois un sujet passionnant, enfin de manière générale, et puis surtout pour les architectes, parce que c'est vrai que dans les premiers échanges qu'on a eus, ce qui nous a plu au premier regard sur l'hôpital en tant que tel, notamment en tant que projet d'architecture, c'est que c'est pour nous, a priori, un domaine qui est gorgé de réglementations, de lois, de doctrines, qui fait que c'est compliqué, a priori, pour nous de nous, alors pas de nous épanouir, mais de nous sentir libres dans le projet. Et donc je trouvais que de réinterroger cet axe-là par l'art contemporain était du coup du pain béni pour nous. Donc je renouvelle mes remerciements aux deux acteurs et puis je vous remercie à tous de vous être déplacés dans ce nouveau lieu. Messieurs les hospitaliers, mesdames les hospitalières et puis le public. Et je te laisse la parole, tu peux enchaîner avec moi. Alors elle n'ose pas, mais il faut. Merci beaucoup à tous. Je vais reprendre le même ton que Paul en disant bonsoir à vous tous. Je m'appelle Laura Innocenti, je travaille à l'Institut Bergonié et je vois même mon fils qui est arrivé, donc tout le monde est là. Et je représente l'unité culture et santé qui vit depuis les années 2002-2003 avec la création d'un service qui essaye de travailler à la question de la place de l'art et de la culture dans le milieu hospitalier. Donc, cette année, je suis accompagnée par Marine Gautra, excusez-moi, et Séverine Jallier, donc par rapport à l'ERI et Culture et Santé. Et pourquoi j'essaie de prendre un peu la parole, c'est parce que je remercie beaucoup Monsieur Arnaud Théval d'avoir accepté de venir décloisonner, peut-être, je rebondis sur tes propos, et travailler à la question peut-être d'un travail libre, autrement impliqué et articulé avec un hôpital, chose qui n'est pas toujours évidente, mais en même temps qui vient avec le soutien des collectifs Cancan interroger la question du faire ensemble et des espaces communs, de la relation à l'autre et d'un bien effectivement que l'hôpital essaye toujours de construire dans le bon sens. C'est une recherche-action qui a commencé il y a déjà 3 ans et qui a croisé beaucoup de chemins. Et aujourd'hui, on essaye de vous raconter cette histoire à travers une exposition et surtout à travers une conférence que Arnaud et les Cancans vont nous présenter. Et puis, on vous attend après pour une dégustation rafraîchissante, puisqu'il fait très chaud. Merci. Ouais, je vais le garder là. Bonsoir. L'hôpital est un lieu de lutte dont l'issue est tendue vers une sortie de crise heureuse. Les équipes hospitalières orchestrent le mouvement avec talent, employant tour à tour des traitements médicamenteux pour nos corps chancelants, des ruses, au sens philosophique du terme, pour faire tenir un espoir thérapeutique et des formules savantes pour organiser la maîtrise du savoir sur notre ignorance. Blanc maquillage est le titre de mon projet artistique sur et dans l'hôpital, pour lequel je convie des pensées de philosophes, de médecins, de professionnels de la santé et de la culture, et l'équipe d'architectes Cancan, constituée aujourd'hui de Jules Mansart et de Tiffaine Berthomé. Quand les murs de la chambre disparaissent, quand les rapports de pouvoir se conçoivent dans l'horizontalité du management, quand les corps disparaissent en moins de 3 jours, quand les mots qui s'échappent de nos bouches se transforment en vapeur d'eau, quand la lumière qui y scintille alors y fait naître l'illusion d'un arc-en-ciel, c'est bien que nous sommes parvenus dans ce nouveau lieu qu'est l'hôpital du XXIe siècle. Évaporé dans le flou de nos certitudes,
recouvert d'une fine couche blanche, additionnant toutes les couleurs de nos expériences, le corps de l'hôpital, soudain, disparaît. Et c'est bien cette particularité de l'hôpital que d'être difficile à appréhender, tant ces strates d'architecture combinées aux strates des normes des époques construisent un enchevêtrement générant quelques tiraillements. Alors, les chemins hospitaliers qui me conduisent à l'hôpital auraient pu démarrer à mon plus jeune âge, lorsque mes parents effrayés me conduisirent à l'hôpital parce que je m'étais ébouillanté les avant-bras. Je ne sais pas cette histoire-là que je vais vous raconter, pas exactement. Je vais vous raconter une histoire qui démarre une quarantaine d'années plus tard, lorsque, étant devenu artiste, je reprends le chemin de l'hôpital et je m'intéresse particulièrement aux groupes sociaux et aux institutions et comment ces groupes-là se représentent, comment ils travaillent dans ces espaces justement du travail qui bougent et comment leur représentation, voire leur assignation à quelques servitudes peuvent être empêchantes. Je mène l'enquête dans une forêt de cygnes. Un hôpital est un lieu extrêmement complexe. Une forêt de cygnes, dans la complexité des phrases techniques, dans l'arbre vertical des autorisations à avoir, dans ce qui finalement constitue le lieu de toutes nos peurs. La première image est une image d'une sortie des urgences au CHU de Nantes. Elle est assez métaphorique de ce que peut être l'hôpital aujourd'hui. Vous avez ces corps d'hommes qui, lorsque la porte s'ouvre, s'écartent, déchirés peut-être entre ce que l'hôpital était et ce que l'hôpital devient. Et puis l'hôpital, c'est un lieu de lutte, je vous l'ai dit, c'est un lieu de conflits sociaux très importants, c'est un lieu dans lequel les représentations des corps des infirmiers, des aides-soignants, etc., est en lutte, parce que c'est aussi un lieu dans lequel les personnels soignants sont aussi dans un espace de souffrance. Et lorsque je me suis posé la question de qu'est-ce qu'un artiste pouvait venir faire à l'hôpital, j'ai un petit peu déplacé le curseur, c'est-à-dire qu'habituellement on envisage la question de l'art ou de la culture à l'hôpital à l'endroit des patients. Moi j'ai un peu ouvert le prisme et je me suis plutôt intéressé et penché sur ces personnels-là. Et puis l'hôpital, c'est un lieu d'une violence extrême, mais c'est un lieu d'une violence extrême banalisée dans un vocabulaire médical qui, à la fin, disparaît, puisque ces médecins, ces infirmiers ont l'habitude de ce vocabulaire-là. Alors quand on est spectateur de ce vocabulaire-là, c'est très dérangeant, déplaçant, bouleversant, et il va s'agir de construire une position un peu particulière entre soi, sa propre expérience de l'hôpital et ce vocabulaire parfois d'une violence forte. Puis l'hôpital, c'est aussi un lieu d'un héritage que vous pouvez trouver dans la salle des internes, qui est un héritage d'une autre type de violence, hein, qui est cette pornographie que MeToo a récemment dénoncée. Cet héritage-là, il est constitué d'une certaine forme de violence et aussi il raconte peut-être aujourd'hui comment s'est instituée cette espèce d'évacuation de la violence de différentes façons. Voilà, donc l'hôpital, c'est aussi un endroit où, quand on est artiste, alors c'est moi il y a quelques années, hein, j'ai un peu changé, voilà. Quand on est artiste, on est toujours confronté à quelle place on a par rapport au personnel soignant et quelle place on a par rapport aux patients. Alors je ne suis pas un artiste qui va construire une œuvre avec les patients, mais plutôt sur et dans l'institution, je l'ai dit. Et donc les personnels hospitaliers, certains, m'ont fait la proposition un jour de porter la blouse blanche comme eux, faisant partie comme eux de leur équipe. Évidemment, je l'ai porté 10 minutes et 10 minutes assailli par les regards des patients me demandant des réponses que bien sûr je ne pouvais pas apporter puisque n'étant pas personnel soignant. Donc j'ai absolument enlevé cette blouse immédiatement pour ne pas me maquiller en médecin. Le travail que j'ai porté, le premier travail que j'ai fait sur l'hôpital, c'était donc au CHU de Nantes. La pièce s'appelle Tenir caché. J'y allais avec la naïveté de travailler sur des représentations des groupes sociaux, des équipes hospitalières. Et puis je me suis rendu compte que dans les CHU, mais comme à Bergonié, finalement, les équipes hospitalières sont en permanence sous le feu de l'action, en permanence pris par ce temps de l'hôpital qui est très tendu et que c'est impossible de faire une photo de famille ou une photo de groupe. Donc je me suis plutôt penché sur la question du binôme, et notamment binôme entre le médecin, l'interne, l'infirmier, etc. Et puis l'hôpital, c'est dans un premier temps quelque chose de très normé.
Vous avez le bas du corps qui était comme ça, positionnés comme s'ils étaient au garde à vous. C'est l'idée. Et l'idée, c'est que dans le haut du corps, ils exprimaient peut-être un moment dans lequel l'émotion de la relation qu'ils avaient avec le patient, comment ça se traduisait au travers d'une pause qu'ils avaient, qu'on imaginait avec leurs collègues. À côté de ça, il y a un texte qui s'appelle « Tenir caché », qui raconte comment, en allant chercher au fond des mots, au fond des phrases des personnels, on peut aller trouver leur relation intime face à ces souffrances permanentes. Et puis au fond des poches, un peu comme un anthropologue, je trouvais des objets qui étaient étonnants, comme ce tire-langue sur lequel était collée une petite gomme. Alors c'est un objet qui disparaît aujourd'hui parce que vous savez que l'informatisation permet d'évader, enfin non, de supprimer tous les supports papier. On ne peut plus gommer, on ne peut plus effacer. Alors moi qui ai fait les beaux-arts, nos profs nous disaient surtout n'effacez jamais. Aujourd'hui, on ne peut plus effacer parce que finalement la machine évite de laisser des erreurs. Et puis l'hôpital, c'est aussi un lieu connecté à la ville, connecté à l'urbanisme, connecté à la complexité de cet urbanisme-là. Et c'est un lieu qui combine un ensemble d'architecture et de bâtiments et de signalétique dans lesquels nous sommes censés nous retrouver. Évidemment, c'est loin d'être évident. Et vous avez, y compris à Bordeaux, là, ça c'est un hôpital que j'ai pu visiter avec ma compagne qui était hospitalisée. Vous avez de nouveau ces portes d'ascenseur avec ces deux hommes qui encadrent une femme. Je vous laisse imaginer ce qui se passe quand la porte de l'ascenseur s'ouvre. Voilà, et vous avez toujours cette histoire de signalétique comme ça qui, combinée à tous ces signes, rendent la signalétique très complexe. Enfin, j'arrive à Bergognier avec Laura Innocenti qui m'invite à venir travailler dans cet hôpital-là. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à plusieurs choses dans cet hôpital. Premier sujet d'intéressement, la relation qu'entretiennent les médecins avec les patients et la relation notamment de pouvoir qu'exercent les médecins à l'endroit des patients lorsqu'il s'agit d'annoncer un diagnostic, quand il s'agit de poser un diagnostic. Enfin, voilà, il y a cette espèce d'enjeu comme ça qui était très fort. Et à mesure que je déambulais dans ces arcanes-là, il y a un deuxième sujet qui est apparu à Bergognier, évidemment qui était impossible à découvrir avant, qui est le rapport qu'entretient l'institution avec la mort, parce que finalement, une institution comme l'Institut Bergognier, son fer de lance en termes de communication et de leitmotiv, c'est de sauver les gens, évidemment. Donc la question de la guérison, la question de la rémission, mais aussi la question de la mort, qui était traitée d'une façon un petit peu éloignée. Dans l'enchevêtrement, alors c'est aussi un moment qui est passionnant, Bergognier, depuis 3-4 ans. C'est un hôpital qui se réinvente sur lui-même. Il y a une espèce de constitution d'architecture qui s'incrémente comme ça au fil du temps. Et là, il y a un nouveau projet qui bouleverse l'histoire de Bergognier, qui bouleverse l'espace public et qui redistribue les espaces de circulation d'une façon ou d'une autre. Et vous avez dans ce petit dessin fait par le personnel hospitalier tout l'humour, mais aussi le désarroi qu'ils peuvent avoir face à la complexité de se situer dans un projet d'un hôpital qui est en train de se réinventer, mais qui a du mal à se projeter peut-être dans ce qu'il est en train de devenir. Quelques images comme ça de l'hôpital avec ce qu'il peut cacher. Et puis la première pièce, et puis ce qu'il peut cacher, oui, exactement, excusez-moi, j'y étais presque. Et puis la première pièce que j'ai proposée s'appelle La source de l'arc-en-ciel. Alors c'est une pièce qui est issue d'une discussion que j'ai eue avec une psychologue, qui me raconte comment, finalement, le mensonge entre dans la relation entre le médecin et le patient. Donc, elle dit ça. Donc, voilà, donc j'écris un petit texte et puis je propose ce texte à la relecture, non pas pour une censure, mais pour une réflexion croisée à la psychologue, un médecin oncologue et une anesthésiste. Alors, ils réagissent tous au mot mensonge. Donc, déjà, on commence à discuter sur cette histoire-là. Et puis, ces 3 lettres-là vont être photographiées et devenir une première pièce qui va prendre place plus tard dans l'Institut. Bleu inconnu. La porte bleue est verrouillée. Pour y entrer, il faut un code ou sonner. Je sonne. Il m'ouvre. L'air bonhomme, mais pas trop. Cette porte bleue, c'est le point de passage entre la mort et le vivant. Moi, je suis les deux, énonce-t-il.
Dans le couloir, au mur et sur le petit bureau, tout est propre. Rien ne dépasse, rien ne traîne, sauf mon regard qui s'attarde sur les tableaux, qui tous représentent des vues de nature peintes à l'aquarelle. Les motifs se diluent dans l'eau comme un souvenir trouble. Il réalise des soins, maquille et parfume les défunts au feeling. Mais il ne leur parle pas, pas besoin. Il travaille seul, en silence, avec la ventilation comme bruit de fond. Maintenant, il fouille dans sa boîte de maquillage, lui qui ne s'est jamais maquillé. Il sort toute sa palette et m'en décrit tous les effets qu'il réalise à l'intuition. Et ce parfum de bébé, léger et aérien, va si bien aux petites mamies qui ne se maquillaient plus guère, mais qui aimaient bien être belles. Il aime être méticuleux, il recommence, il efface quand il n'est pas satisfait. Il cherche cette beauté inconnue. Il a laissé de côté cette boîte de maquillage avec sa palette de teintes bleues. Il ne s'en sert jamais. Pour lui, le bleu se rapproche de la nuit. Lui, c'est Jean-Marc, qui travaille au dépositoire, qui a dans son bureau un ensemble d'éléments qui vont être un point de départ pour la suite du travail. Et notamment, ce qui m'a beaucoup amusé, vous voyez, c'est ce petit collage entre une aquarelle représentant peut-être un arc-en-ciel, c'est moi qui le dis, donc une œuvre d'un artiste, et puis ce classeur mural avec un ensemble de couleurs qui représente aussi un arc-en-ciel. Là, je trouve une analogie entre le vocabulaire médical et le vocabulaire artistique, et je me dis peut-être que l'image pourrait tout à fait être pertinente, associée aux 3 textes sur la fabrication, la source de l'illusion. Je décide de fabriquer une installation qui va prendre place à un endroit de l'Institut qui est l'endroit de la direction, en fait, à un endroit un peu reculé de la circulation habituelle des patients. Alors pourquoi à cet endroit-là? Puisque avec Laura Innocenti, on se disait mais peut-être que le contenu de l'œuvre est un petit peu trop brutal à l'endroit des patients et qu'il faut se méfier. Ça, on aura sans doute l'occasion d'en rediscuter. Bref, donc j'installe la pièce et le lendemain, la pièce disparaît. La pièce disparaît, les œuvres sont retournées, accident. Accident entre moi et la direction, entre l'incompréhension de l'œuvre proposée et la censure immédiate. Alors, évidemment, quand on est face à un moment comme ça, c'est très compliqué à appréhender quand on est artiste et quand on est immédiatement arrêté, empêché à un endroit où on n'a pas vu. Pourquoi la censure arrivait et pourquoi c'était à ce point-là gênant. Alors, en tentative de discussion, on poursuit le travail. J'envoie un courrier auquel j'ai une réponse qui est très intéressante, qui dit grosso modo que peut-être ce que je raconte est de l'ordre de la dérision, voire même d'une agression à l'endroit des valeurs fondamentales de l'hôpital. Propose terminant par un « ceci ne s'expose pas ». Alors c'est formidable puisque, bien sûr, on aurait pu en rester là. On aurait pu se dire, face à un cas comme ça de censure dans un institut comme Bergonié, peut-être qu'il fallait en rester là. Mais on n'en est pas exactement resté là, je vais y revenir. Et puis, je continue à présenter mon travail, puisque l'idée était de présenter le travail pour faire connaissance avec l'Institut. Et je présente ces 2 pièces issues, 4 pièces, mais il n'y en a que 2 là, issues du travail au CHU de Nantes. Et immédiatement, comme vous pouvez voir sur l'image est grimée, comme ça, comme une espèce de réaction peut-être épidermique au travail, par d'autres personnes dans un service. Bon, bref, peu importe. On en arrive là. Alors, évidemment... la proposition que j'ai faite à l'Institut a été d'ajuster l'œuvre, puisque celle-ci dérangeait à un point que je ne comprenais pas. Et en fait, ce qui était un problème dans l'œuvre, c'était le contenu du classeur mural. Que raconte le classeur mural? Le classeur mural raconte qu'au-delà de 3 jours, les corps qui restent au dépositoire sont facturés à la famille. En soi, ce n'est pas moi qui le dis. En soi, ce n'est pas une invention de ma part. C'est un décret, une loi, etc. Ça appartient à la réglementation, justement. Bref. Et donc, je propose à l'Institut de caviarder moi-même mon œuvre. Donc, je caviarde l'œuvre, etc. On va un courrier et on décide de continuer à travailler pour ne pas en rester là. D'où la lettre, etc. Et puis... après cet épisode, parce qu'il faut quand même sortir d'un épisode compliqué comme celui-ci, après cet épisode-là, je produis une série de textes qui s'appelle United Color Off, dans laquelle je raconte tous les moments du travail. Et à un moment, j'écris le texte Orange malentendu.
orange, malentendu, texte qui va être collé au sein même de l'Institut, etc., qui est une prise de parole, je reprends la parole à cet endroit-là, et du coup, je réinterroge l'institution. Et précisément, Laura, tu es en charge de culture et santé depuis 15 ans peut-être ici. Vous êtes un institut en pointe, on va dire, innovant, qui a accueilli des artistes depuis longtemps. Comment cette problématique de la censure ou de l'incompréhension, enfin en tout cas censure puis incompréhension, etc., comment on dépasse cette problématique-là? Eh bien, on pourrait se dire qu'effectivement, quand on est face à une question de la censure, les choses, on va vers une forme de rupture, les choses s'arrêtent. Et au contraire, ce qui s'est passé, c'est que cette censure a créé une espèce de fissure dans le sens positif du terme, c'est qu'au contraire, il y a eu une remise en dialogue avec l'institution et toi. Et il y a eu justement une ouverture pour, je dirais, travailler en résonance, une forme de résonance qui, j'avais envie de vous lire ça, l'art de raisonner, élément de réponse pour faire projet à condition d'accepter et d'écouter d'autres manières de penser. Et au fait, c'est ce qu'on a essayé. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui ici, c'est qu'au fait, l'invitation qu'on a adressée à Arnaud, qui lui-même après a invité les Cancans à nous rejoindre, s'est mise au travail entre l'hôpital et lui pour raisonner sur des questions qui ne sont pas faciles à parler, qui ne sont pas faciles à regarder ensemble, mais qui nous ont permis aujourd'hui de peut-être inventer un demain sur ce Bergonié qui, justement, se réinvente sur lui-même et qui interroge cette question-là de l'hospitalité. Donc, peut-être censure, mais j'ai envie de dire demain et aujourd'hui, ouverture. Merci Laura. Donc vous avez compris qu'on n'en était pas resté là. Et le travail se poursuit avec une pièce qui s'appelle Crépitement, à un moment un peu particulier du projet, vous avez compris. Donc on a ce médecin auquel je propose d'aller au fond du trou. Donc on a un médecin au fond du trou. Évidemment, ça évoque la difficulté du médecin d'être médecin, ça évoque la difficulté des médecins de soigner. Et puis ça évoque l'Institut Bergonié, à un moment où, dans le nouveau projet, il a fait un trou monumental au sein de son institution et ça chamboule tout. Donc on a ce médecin au fond du trou qui marche. L'installation suivante aura été une performance débat avec différents invités, au cours duquel j'ai convié un philosophe, Guillaume Durand, à continuer à réfléchir avec nous sur ces questions d'éthique, ces questions du mensonge et comment finalement l'institution et les médecins se construisent des carapaces et comment la distance professionnelle permet voilà, de se construire autour de tout ça. Et c'était un très beau moment. Et à la fin de cette discussion-là, François-Xavier Mahon, directeur général de Bergonié, me glisse, mais Monsieur Théval, il y a quelque chose que vous devriez réfléchir. Et là, je m'inquiète toujours un peu comme ça. Et il me dit, mais vous devriez réfléchir à l'analogie entre le mot guerre et le mot guérison. Ok, rendez-vous est pris, je creuse, je convie des personnes, je fais mon enquête, j'apprends que Arthur Oldra, qui est doctorant en géographie, aussi réserviste de l'armée, je vais réfléchir avec lui sur le vocabulaire qu'il emploie quand il est à son travail de réserviste. Et puis dans les médecins, je vais fouiller un peu à gauche à droite dans l'imagerie médicale, etc. Je me rends compte que dans la palette des couleurs de l'imagerie médicale, il y a aussi l'arc-en-ciel. Bref, je continue à travailler et puis j'essaye de trouver une image qui va pouvoir porter cette histoire de guerre et de guérison. Et je fais venir à Bergonié un cheval. Alors vous avez une femme médecin de nuit dans l'hôpital en train de se construire qui est là de façon un peu énigmatique. Cette image est une image un peu d'une construction d'une légende, c'est-à-dire comment on peut aller chercher dans un imaginaire lié à la guerre des figures un peu mythiques du combat que mènent en permanence les médecins et cette analogie à ce vocabulaire comme ça qui est toujours présent. Deuxième performance débat, guerre-guérison, avec Madame Vignier qui nous a accueillis à la Villa 88. Et puis, j'avais invité pour ce faire donc, Arthur Oldra, qui est au fond là-bas, qui est donc géographe, docteur en géographie,
réserviste de l'armée française, Monsieur Fauché, qui est prêtre, médecin, philosophe, etc. Et nous avons commencé à discuter, nous avons échangé longuement sur ces questions-là. Et peut-être, Monsieur Mahon, je me permets de me rediriger vers vous et de vous redonner le micro. On s'est dit dans cette soirée-là que la question de la guerre et de la guérison, finalement, le vocabulaire des médecins avait un peu changé, que c'était plus aussi affirmé que ça. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire aujourd'hui? Bon, mais d'abord, je voulais vous remercier d'avoir rebondi sur effectivement cette réflexion. La réflexion au départ était relativement simple, parce que c'est vrai que quand on est à la tête de l'Institut Bergonié, donc moi je suis médecin, mais je suis le directeur. Donc on a la chance d'être dans une structure, je dis souvent ça, c'est une structure où le directeur est un médecin aussi. Donc c'est quelque chose qui est important quand même à dire. Et moi je me suis intéressé pendant plusieurs années à une maladie, à une leucémie, qui quand j'ai commencé étudiant était constamment mortelle et qui aujourd'hui a une espérance de vie qui est proche de celle de la population normale. Donc il y a un certain nombre de patients qui sont guéris. Et j'ai réfléchi sur la guérison. Et en fait, étymologiquement, la guérison, c'est effectivement, ça vient du celte, guérir, et ça vient du celte et du mot guerre. Voilà. Et ça, je ne le savais pas. Et inconsciemment, j'ai pris conscience que le vocabulaire qu'on utilise tous les jours pour se battre, parce que enclencher un traitement, c'est une véritable bataille, à la fois pour le patient, bien évidemment, et pour le médecin, surtout pour le patient. Donc il y avait un jeu là-dessus de sémantique, de symbolique, sur lequel on avait un support, et avec Arnaud, même s'il vous a raconté sa petite rupture avec la direction précédente qui visiblement a laissé quelques cicatrices, mais tout de suite ça a été un point d'ancrage important. Et je lui dis, c'est vrai que quand on écoute nos confrères, ils parlent souvent d'armes thérapeutiques. Et c'est vrai que c'est un vocabulaire qui est très guerrier, qui est très agressif, et dont il faut faire attention, bien évidemment. Hein, mais c'est vrai qu'on a envie de se battre contre cette maladie. Je dis souvent que la maladie, et en particulier le cancer, c'est la pire des injustices. Donc ça, bien sûr, ça éveille un sentiment de résistance et donc de défense. La défense aussi, c'est un vocabulaire qui est aussi militaire, en quelque sorte. C'est plus qu'en quelque sorte. Donc je crois que c'est autour de ça qu'on a beaucoup échangé, et je suis très content que, Arnaud, vous ayez rebondi sur cette notion-là. Voilà, après, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais c'est vrai que il y avait aussi une notion sur laquelle on avait discuté, sur laquelle on pourra revenir. C'est aujourd'hui, l'Institut Bergonié est en chantier, et c'est vrai que la notion de chantier est quelque chose qui me tient à cœur, parce que finalement la bataille et l'organisation et de la bataille contre le cancer, c'est un chantier permanent. Mais je vous rappelle aussi que la vie est un chantier permanent. Donc, on est vraiment au cœur du problème. Voilà. Et le chantier, on dit, le chantier va s'achever. Non, il ne va pas s'achever. Le chantier va continuer. Simplement, on va essayer cette fois-ci de ne pas subir le chantier, mais de l'animer. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Voilà, merci Arnaud. Merci à vous. Eh bien, oui, cette permanence du chantier, c'est la permanence de la réflexion artistique, en quelque sorte. Nous l'avons mené, développé, et puis en circulant dans les couloirs de Bergonié, vous voyez, on est tombé nez à nez, enfin, Laura et les autres acteurs, on est tombé nez à nez avec cette série d'affiches qui montrent l'évolution de la communication pour sensibiliser le grand public à ce nouveau fléau du cancer. Et vous aviez déjà cette figure du chevalier, c'est un homme sur un cheval, etc. Et puis, avec Laura Innocenti, on se rend bien compte que tout le travail qu'on est en train de mener est un travail compliqué, puisque c'est un travail invisible. C'est très compliqué de parler d'un projet, alors invisible, je vais relativiser, mais c'est très compliqué de parler d'un projet artistique en train de se faire, parce que c'est pas facile de prendre la place, de prendre parole et d'avoir des images au sein d'un institut qui est un institut qui soigne, parce qu'il n'y a pas le temps, parce que ça va vite, etc. Et puis, je suggère à Laura peut-être de réfléchir
à faire entrer de nouveaux acteurs dans le projet. Et les nouveaux acteurs, c'est les cancans qui vont venir nous rejoindre pour réfléchir d'abord à une question de fabrication d'un lieu d'affichage pour les œuvres ou pour la communication des œuvres. Alors pourquoi les cancans ? Alors moi j'aime beaucoup ce collectif d'architectes, ingénieurs, artistes, et je les aime beaucoup parce qu'ils travaillent avec intelligence dans des contextes dans lesquels ils impliquent les personnes avec qui ils travaillent, et qu'il y a une notion de co-construction permanente dans les choses, et que cette façon de travailler, me semblait-il, correspondait à peu près à ce qu'on était en train de mettre en place, avec cette envie finalement d'aller expérimenter quelque chose avec des savoirs autres et des savoirs nouveaux. Donc, avec la complicité de Gérald Carmona, nous avons accueilli les cancans pour une première visite à l'hôpital avec l'aide de Pascal Billard. Nous avons visité et nous avons inventé un processus de création qui s'est appelé un PPP. Alors, un PPP, pour ceux qui sont dans l'architecture, vous savez très bien que ce sont des programmes partenariats, je me trompe, partenariats privé-public. Nous, on a fait performance, poésie, politique. Voilà, donc on a un petit peu changé le vocabulaire pour le plaisir de ça. Et nous avons lancé le PPP avec les cancans, à qui je laisse la parole de suite. Merci Arnaud. Donc pour situer un peu plus Cancan, nous on est un collectif d'une vingtaine d'architectes, avec des profils différents d'architectes, artistes, designers, comme l'a dit Arnaud. Nous, ce qui nous intéresse dans nos projets, c'est de développer effectivement des processus, donc vraiment d'être sur la réflexion de comment on fait venir le projet avant de... Enfin, que c'est aussi important ce processus que le résultat final, et avec cette question d'impliquer les usagers, les acteurs présents sur les sites sur lesquels on intervient, et notamment avec la prise en compte vraiment de la question de l'usage qui nous paraît très importante dans les différents sites où on intervient. Nous, on était très intéressés, de par le travail qu'on voit, en fait, on vient après un travail assez long, d'une réflexion longue, et c'est ça qui nous a vraiment intéressés dans ce projet-là, de pouvoir venir sur un socle déjà solide de réflexion, et c'est quelque chose qu'on a tendance dans nos projets souvent à pas avoir un socle aussi riche de réflexion. Donc là, c'était vraiment ce qui nous a intéressés, et d'être plutôt, parce qu'on aime bien toucher un peu à tout, être plutôt dans une démarche artistique et venir l'appuyer par nos connaissances et nos savoir-faire d'architectes. Donc voilà, donc on était très, très heureux de pouvoir s'impliquer dans ce lieu-là, que l'on ne connaissait pas du tout. Je pense que c'est une bonne chose. Mais du coup, dans laquelle on était très novices sur l'architecture hospitalière, sur comment fonctionne un hôpital, toutes les questions de flux, de plein de questions qui du coup étaient très intéressantes. Et donc voilà, on a voulu démarrer de façon un peu classique, mais au final qui est intéressante, notamment sur ce projet, de faire des visites avec différents acteurs. Donc on a fait avec Gérald Carmona, qui est le directeur de la communication de l'hôpital, avec Pascal Billard, qui lui a un autre profil, qui est technicien électricien dans les bâtiments dans lesquels il opère. Aussi avec Simon et Alain d'Eiffage, qui sont ceux qui fabriquent le nouveau bâtiment sur rue. Et donc voilà, c'était de pouvoir croiser tous ces moments-là, pour croiser les regards sur la visite, quoi. Donc là-dessus, et c'est ça qui est intéressant avec notre démarche, enfin le fait qu'on soit plusieurs dans le collectif, c'est qu'on a commencé ce travail avec Emmanuel, qui est aussi là, plus sur la partie visite, où on est allé se balader dans l'hôpital, mener les premières réflexions. Après, sur les questions du PPP, sur lesquelles on va revenir après, il y a Virginie qui est venue nous aider. Donc c'est ça aussi, c'est qu'on n'est que tous les deux là, mais que voilà, à chaque fois, on peut avoir des différentes personnes du collectif qui viennent nous rejoindre pour tel ou tel moment, quoi. Donc voilà, donc après, on est arrivé dans l'hôpital pour la première fois. Oui, et donc ce qu'on vous propose, c'est peut-être de vous familiariser avec ce qu'on a pu ressentir, parce que donc on a fait une visite avec
différents prismes et différentes personnes. Donc des gens qui ont des visions totalement différentes, parfois opposées du lieu et de l'espace. Et puis il y a aussi nous, avec notre vécu, nos ressentis, ce qu'on a déjà pu vivre antérieurement. Donc rendez-vous pris pour la visite, rendez-vous sur le parking, parce que c'est par là qu'on rentre aujourd'hui dans Bergognier. Donc comme l'a dit M. Mahon, c'est intéressant, on est dans un hôpital qui est en chantier, qui est en chantier, donc on passe pas forcément par un grand hall d'accueil depuis quelques années maintenant. Donc voilà, on arrive sur le parking et puis on voyait au fond une petite pancarte blanche qui nous indiquait le chemin avec finalement un couloir sombre. On y passe, on arrive à la lumière, mais donc où c'est qu'on arrive ? On se tourne et on arrive enfin dans un cœur d'îlot. Un cœur d'îlot, donc aujourd'hui en chantier. Le chemin, il est assez contraint. On a des barricades et des barrières de chantier qui nous amènent. On ne sait pas trop où, mais ils nous amènent. On n'a pas trop le choix. On a des sols différents. On a des trottoirs, mais on ne sait pas trop d'où ils viennent, puisque finalement le chantier cache un peu tout. On a un peu de verdure. Et puis on arrive à cet endroit qu'on pressent comme un centre. Un centre parce que le chantier nous amène là, le cheminement nous amène là, parce qu'aussi on voit que tous les patients passent par là, que les ambulanciers passent par là, les médecins sont là, que un pôle médical est ici, que finalement on se rend compte qu'il y a différentes années d'architecture qui se rencontrent ici. Donc on commence à pressentir des choses. Et donc, durant, par exemple, la visite avec les Eiffage et donc le nouveau Bergognier, on prend un peu de hauteur. Et puis là, on constate qu'un rapport de force est en train de se passer entre l'ancien et le nouveau. Et c'est un peu ce qui s'est toujours passé à Bergognier, puisqu'on est finalement dans un cœur d'îlot et dans plusieurs parcelles qui se rencontrent, plusieurs années. Et là, la nouvelle tension qui arrive, c'est cette passerelle qui littéralement transperce et traverse Bergognier. Et donc, un peu comme des archéologues, on a des pistes, on commence à regarder des détails. Et donc, chaises longues et parasols. Et oui, il y avait des chaises longues et des parasols à Bergognier. Pourquoi ? Comment ? Et surtout, nous, ça commence à nous susciter des envies et commencer à se projeter. Utiliser finalement la matière du passé pour probablement le réinjecter aussi dans ce qui va arriver. On prend un peu de hauteur, donc on voit Pascal, donc technicien, qui commence à nous expliquer, lui, sa manière de voir Bergognier, qui est totalement technique, les flux, les circuits électriques, les disjoncteurs. Et puis, du coup, c'est plus simple de prendre un peu de hauteur pour se rendre compte de ça. Et quand on voit de la hauteur, on se rend compte qu'il y a un très beau jardin, là, qui est le jardin qui jouxte une salle de réunion et le bureau de la direction, qui est un endroit privilégié, évidemment. Mais on sait aussi qu'avant, ce jardin-là se continuait au cœur d'îlot, qui pour l'instant est envahi par un tas de matériaux, et que probablement, dans le futur, il y aura une reconnexion entre cette végétation en hauteur et une végétation qui prendra pied dans le nouveau projet, peut-être. Donc avec du coup, j'ai perdu son prénom, Pascal. On va du coup vraiment au cœur de la machinerie. C'est là où on s'aperçoit que voilà, un hôpital, c'est vraiment technique, une grosse machinerie à l'intérieur de bâtiments. Et donc là, par exemple, moi, c'est une question que je me demande, c'est à quel moment la machine va peut-être pas prendre le pas sur l'accueil, sur des questions plus humaines. Est-ce que c'est la machine qui va gagner contre l'humain? Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là qui, du coup, s'interrogent par rapport à l'architecture et à ce qu'il peut s'y passer. Et puis, c'était un moment assez intéressant aussi avec Pascal. Parce que lui nous a raconté finalement avec son vécu et avec ses sentiments, il parlait de la machine qu'il connaît par cœur. L'ancien Bergognier, lui, il sait d'où vient la panne et il saurait la réparer.
Et puis, il a commencé à nous parler du futur qu'il ne connaissait pas du tout. Et donc, il y avait un côté où il était très fier d'appartenir à l'institution Bergonié et de le connaître comme ça. Et aussi un côté où, finalement, il y avait aussi une sorte de regret de ne pas savoir ce qui allait arriver. Donc, on voyait un peu ce rapport de tension qui est notamment dû par ces manières de faire, par les partenariats privés-publics, public-privé, parce que finalement, on commence à externaliser beaucoup de choses. Et puis, au même titre que l'hôpital est en train de changer, l'ambulatoire est en train de prendre de la place de plus en plus pour plein de raisons, et notamment de rentabilité. L'ambulatoire, il rentre aussi dans la technique. L'ambulatoire, il est en train de faire que finalement, on peut plus être seul sachant, et finalement, c'est des personnes extérieures qui s'occupent de l'intérieur. Et donc voilà, Pascal, il commence à nous dessiner aussi le bâtiment pour essayer de comprendre comment fonctionnent les choses. Et donc là, il nous dessine ça. Et puis donc ça, c'est la tour de l'hospice. Donc c'est la tour la plus importante de l'hôpital. C'est vraiment là où il y a toutes les chambres sur plusieurs étages. Et donc c'est vraiment le cœur de Bergonié. Et du coup, on regarde avec lui. Et puis du coup, on voit qu'il y a une tour, qu'il y a une aile est, une aile ouest, la tour sud. Et puis du coup, on lui demande mais où est le nord? Et on se rend compte qu'en fait, Bergonié n'a pas de nord dans son architecture. Donc est-ce que Bergonié a perdu son nord? Est-ce que la désorientation se questionne du coup? Et alors là, de cette désorientation, nous, ça commence poétiquement à agiter un peu notre imaginaire, parce que forcément, quand un hôpital a perdu son nord, ça nous fait penser un petit peu aux personnes qui sont désorientées quand vous savez, quand on est un peu malade, on perd un peu le nord, on perd un peu la tête, on ne sait plus trop bien comment se situer. Donc une institution qui n'a pas de nord, ça m'a fait penser, moi, à un dicton bruxellois qui est génial, qui dit ça, il parle d'une personne comme ça qui est un peu perdue. Il dit cette personne a perdu le chemin de sa personne. Perdre le chemin de sa personne, c'est finalement quand on est confronté à quelque chose de douloureux ou à une souffrance, on se perd quelque part. Et cette idée d'orientation, de nord, de sud, d'ouest, etc., va devenir presque un point de départ, en tout cas un élément déclencheur pour notre réflexion et notre positionnement qui commence à s'inscrire de façon indicible dans les rapports qui s'installent entre nous, à se dire, mais voilà, cet hôpital, il est en pleine mutation, le nord n'est pas là, on perd le chemin de sa personne, il y a une espèce de connexion entre le nouveau et l'ancien, voilà, ça commence à brasser. Et exactement, du coup, tout en dessinant, analysant les flux, tout ce qu'on a l'habitude de faire en architecture, sur les croquis, sur les choses comme ça, on finit par se dire que la mission initiale, qui était de venir créer des supports d'affichage pour questionner justement la mise en place de discours, de paroles dans Bergonié, pouvait prendre une place beaucoup plus grande et devait se réfléchir de façon beaucoup plus globale par rapport aux espaces qu'on avait pu visiter et par rapport à ceux qu'on a pu mettre en avant dans les premières photos. Voilà, on commençait à se questionner sur tous ces lieux-là pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à réfléchir de plus grand, quoi. Donc on revient à notre lieu où on avait pressenti qu'il y avait une centralité donc géographique, mais aussi historique, comme on a pu le dire. Et puis on se rend compte que c'est un lieu, là, durant le chantier, c'est un lieu où tout est contraint, mais tout le monde y passe, donc on voit encore plus de gens vu que les circulations sont restreintes. Les gens y téléphonent, les gens s'y arrêtent. Les gens attendent leur consultation ici beaucoup pour profiter du soleil. Et du coup, on se rend compte que c'est aussi un lieu où il y a la convergence de programmes et d'usages. Donc les ambulanciers qui tout simplement attendent les patients. Il y a les RI donc, qui est le lieu principal donc, dont Laura Innocenti gère d'une main de fer, où on retrouve et de maître. On retrouve donc des bénévoles qui viennent parler avec les patients, avec les familles aussi. Donc il y a cette RI. On voit quelquefois des vélos qui s'y accrochent, beaucoup de gens qui attendent, et puis des gens qui sortent parce qu'il y a des toilettes. Et puis en fait, il y a aussi un lieu de recueillement qu'on ne soupçonne pas parce qu'il est derrière, dérobé, et qu'on n'irait pas spontanément. Et puis il y a cette porte bleue au fond, et ça c'était assez frappant quand on y vient la première fois.
Cette porte bleue, en fait, c'est le dépositoire dont parlait Arnaud tout à l'heure. Finalement, cette impasse nous amène au dépositoire. Oui, alors ce qui est assez frappant dans le circuit qu'on a pu mener dans Bergonié, vous avez vu, on a pris de la hauteur, on a considéré que le nouveau projet allait impacter fortement l'ancien, que ça allait forcément créer des zones de turbulence. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que ce lieu, qui est le lieu le plus éloigné de Bergonié, l'endroit où finalement on met un peu à distance les personnes mortes, il y a une espèce de séparation qui est en train de s'installer. Et puis, dans tout ce qu'on observe, on se rend compte que cette séparation, elle n'est pas si loin. Elle n'est pas si loin parce que y a quelques mètres qui séparent le cœur central de Bergonié, son histoire, l'accueil des personnes qui viennent discuter. On voit que le dépositoire est peut-être à reconsidérer dans sa circulation même, enfin dans sa circulation, à reconsidérer dans sa connexion à ce centre-là. Et puis quand on traverse le passage, on est encore confronté à des incohérences que l'architecture est en train de construire par accumulation de petits détails. Vous voyez cette barrière bleue pour empêcher les gens de se casser la figure sur ce trottoir qui probablement permettait aux pompiers de passer, mais etc., qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Bref, on a un ensemble d'éléments et d'indices qui nous permettent de dire que peut-être le projet qu'on est en train d'inventer, qui est en train de s'échanger, peut être au-delà d'un simple affichage et que probablement, autour de cet axe central que constitue actuellement le cœur de Bergonié, peut-être qu'avec l'arrivée de la nouvelle passerelle, l'ensemble des poteaux, peut-être que là, il y a quelque chose d'autre à jouer et que c'est là qu'on a commencé à réfléchir le projet. Alors, juste avant de laisser la parole à Marine, on laisse la parole à Marine. Miel détresse. Hésitante, elle fait son entrée dans la salle vitrée. Les bénévoles l'invitent à s'asseoir. Elle commence à parler et soudainement sa voix se casse, ses yeux pleurent et son corps se casse littéralement sur lui-même, comme si ses os la lâchaient. Elle ne sait pas comment accompagner son fils pour l'aider à parler de la maladie avec d'autres enfants. Elle s'effondre. Entre deux sanglots, elle dit que son fils est à cran, car il n'arrive pas à verbaliser ce qui se passe. « Maman, tu vas être malade toute ta vie ?» Elle peste contre ces mots, contre cette violente récurrence qui s'invite dans son antre. Récidive, récidive, chronocité. La maladie est encore là, comme le craquement de la fin d'une espérance. Un traitement de seconde ligne, alors que je me voyais sortir du tunnel. Ma maladie, c'est comme un essaim d'abeilles attaqué par un frelon. Ici, dans cette usine à cancer, elle se sent dans une ruche protégée par des médicaments et reboostée par l'attitude souriante du médecin. Déterminée, elle relève le menton, affirmant qu'elle ne va pas chuchoter à propos de sa maladie, qu'elle va absorber la tristesse de son enfant et s'étonne d'avoir trouvé en elle une force insoupçonnée. Elle ricane en lâchant qu'il faut souffrir pour être belle, un casque réfrigérant sur la tête. Elle a rasé ses cheveux avant qu'ils ne tombent. À peine si j'avais remarqué sa perruque, qu'elle ajuste maintenant, en murmurant dans un sourire qu'elle lui a sauvé la vie. Ce texte-là, je l'ai écrit comme on se protège face à des mots et des émotions qui submergent comme ça, quand on n'est pas habitué ou quand on n'est pas rodé à entendre cette souffrance qui s'exprime à différents endroits de l'Institut. Et ce texte-là, il arrive à un moment particulier pour nous ce soir dans la présentation du projet, puisque je l'ai entendu dans l'endroit qui est situé, si on montre avec le petit, dans les Ries, là, dans cet espace-là, qui est finalement un cœur pour Bergonié, qui est l'endroit où tout converge, à la fois les personnels, les patients, parce qu'ils viennent chercher du réconfort. Donc on a décidé avec Jules Tiphaine, Laura, Gérald, Monsieur Mahon, Monsieur Portolan, peut-être qu'il fallait reconsidérer le projet architectural à venir à l'aune de l'ancien projet. C'est-à-dire de nous pencher et de prendre avec précaution le temps, de ralentir un peu la machine de la vitesse hospitalière actuelle et de se dire que l'hôpital et son ambition de demain peut-être devaient aussi s'appuyer sur une revalorisation de son histoire, de son existant, notamment au travers de ce qui va devenir, selon notre analyse, on va dire, qui va devenir le poumon de Bergonié, le projet central à partir duquel tout va se réorienter. Les flux, les passants, le rapport à la mort, le rapport au vivant, etc., etc., etc. Nous avons donc inventé 3 P, performance, poétique, politique.
Et du coup, ces 3P prenaient place, c'est 3 installations qu'on a menées dans Bergognier, une au niveau du porche, une au niveau du préau qui se situe ici, et une au niveau de la pergola qui se situe là. Donc le premier P, c'était le porche. Je vais me tromper. Donc le porche. Donc là, c'était vraiment l'idée de venir installer sur l'axe le plus passant, vraiment, pour vraiment pouvoir récolter de la parole rapidement de gens qui passent. On voit que la vitesse à Bergognier, c'est vraiment d'aller très vite. Tout le monde est très occupé, aussi bien les patients qui ont besoin d'aller à leur rendez-vous que les personnels qui aussi doivent y répondre. Et donc, c'était juste de pouvoir arrêter un petit peu les gens dans cet espace qui est à la fois clair et obscur, donc dans une espèce de truc bizarre qui le rend pas très joyeux. Et donc, c'est de venir y apporter de la couleur sans la choisir, parce que du coup, c'était le but de partir sur cette idée aussi de raccrocher l'idée de l'arc-en-ciel, de matériaux irisés, de choses comme ça. Et on questionnait sous en fait l'imaginaire d'un vote avec cet isoloir, avec une urne, de questionner les gens, les passants, tous les usagers sur la couleur qu'ils verraient bien dans ce lieu. Donc évidemment, on a eu 110, 111 personnes qui sont passées. Chacun a choisi une couleur différente. Et donc on a continué sur cette idée d'arc-en-ciel. C'est ça qui nous a conforté dans cette idée où, alors principalement, c'est le vert qui l'emportait quand même. Alors le vert plus pour les personnels, le gris plus pour les personnes, on va dire plus haut dans la hiérarchie. Donc c'est ça qui était intéressant aussi dans les choix des couleurs. Et donc voilà, donc chacun votait. Ça, c'était l'occasion surtout, nous, en fait, de questionner plus profondément que sur une couleur les personnes, sur des imaginaires, sur des paysages intérieurs qu'ils pouvaient avoir, aussi bien des personnels que des patients qui pouvaient les aider à vivre dans ce lieu. Voilà. Donc, toute une discussion après où nous, on était là pour vraiment prendre des notes pour que ça puisse nourrir après vraiment notre réflexion tout du long. Donc voilà, par exemple, donc là, vous imaginez bien que la personne a choisi bleu à la fin. Donc voilà, des images comme ça qu'on a pu récolter. Et ensuite, il y a eu un deuxième temps, un deuxième P, donc le préau. Le préau parce que, en fait, là, on avait constaté que finalement, c'était un endroit qui était très fréquenté, mais que par à-coup, par le personnel. Donc, préau, personnel. C'est un ancien stockage à vélo, hein, je dis ancien parce qu'en fait il a été élu comme fumoir. Donc on est venu une journée prendre une bonne bouffée d'air frais et donc on a créé une tente à parole, un lieu très intime, très intimiste pour accompagner ce moment de pause que le personnel prend, où il vient donc fumer sa cigarette, discuter avec quelqu'un d'un autre service parfois. Et parfois, il va fumer même 3, 4 cigarettes parce que après, il remonte dans les étages et il va travailler longtemps. On a aussi croisé un patient qui cherchait le lieu pour fumer. Il l'a trouvé naturellement, caché du coup derrière une petite ruelle. Et ce P, en fait, on questionnait principalement le cachet. Qu'est-ce qui est caché à l'hôpital, qu'est-ce qu'on cache. Et on a eu différentes réponses et différentes échelles de réponses. Donc là, on se cache pour fumer, hein, littéralement. Et puis, il y avait aussi les petites histoires, les petites croyances. On cache les patients qui cachent des choses ou qui ont des croyances qu'ils souhaitent garder cachées, donc comme mettre du sel derrière les portes, ou alors la croyance du personnel qui va ouvrir la fenêtre pour que l'âme parte quand quelqu'un est décédé. Et puis, il y avait aussi le cachet, c'est cacher la pression que le personnel accumule.
C'était assez intéressant. On verra en fait finalement le pendant de cette pression par rapport aux patients. Mais le personnel, il accumule une pression qu'on connaît tous. Et Arnaud en a parlé dès le début, un lieu de lutte, puisque finalement la politique des hôpitaux change aujourd'hui. Et puis cette notion de rentabilité rentre de plus en plus dans le management du personnel. Donc un accueil plus rapide, essayer de finalement rendre le temps du patient aussi plus court, parfois aussi pour son bien, puisque c'est rester plus longtemps chez lui et moins longtemps dans un hôpital. Et donc finalement, c'est ne plus avoir le temps pour les patients, avoir plus pour le personnel, avoir du coup plus de pression et moins de moments pour capter des moments avec le patient. Donc c'était assez intéressant ce moment-là. Le troisième P, c'est la pergola, où là, on s'est plutôt attaché à travailler avec les patients. Et donc, on a construit une bulle gonflable en enlevant tout le matériel, toutes les chaises qu'il y avait dedans, etc. Donc, c'était assez énigmatique, puisque vous avez les personnels qui passaient par là, qui se disaient « Mais qu'est-ce que pouvait bien faire cette bulle-là » Donc, l'idée de la bulle, c'est de rentrer dans une bulle, donc s'échapper du quotidien, ralentir un peu tout ça. Et on a mis une pierre dans la bulle. On a mis une pierre dans la bulle, et comme ça je vais prendre le truc en même temps. Hop. On a mis une pierre dans la bulle pour commencer à discuter autour de cette fameuse pierre. Et le dispositif était presque psychanalytique, on tend s'amuser à faire ça. Hein. Donc on avait 3 chaises, on avait un caillou, et on invitait les patients à venir nous raconter leur histoire. Et qu'est-ce qu'ils nous racontaient les patients ? Ils nous racontaient que lorsqu'ils venaient à Bergognier, ils venaient avec des images qu'ils avaient au fond d'eux, qui étaient des images du fond de leur jardin ou les images de leur paysage. Et ce qui était frappant, c'est que dans les discussions que nous avions avec eux, on n'a pas vu tous les patients parce qu'on n'est pas sociologue et qu'on ne fait pas des enquêtes et patati patata, mais en tout cas, ce qui était frappant par rapport au personnel, c'est que ces patients-là disaient à quel point ils étaient bien pris en charge par les personnels. Et ils disaient leur reconnaissance de la qualité de l'écoute qu'ils avaient reçue ici, et que même si ça faisait 10 ans qu'ils venaient, même si c'était la 15e rechute, il y avait toujours cette précaution qu'on prenait à leur endroit, même si à d'autres moments, ils disent que quand même, ça va trop vite, que c'est un peu le bazar et qu'on s'y perd, etc. OK, mais grosso modo, ils nous racontaient ça. Et puis, au fond des poches de ces patients-là, il y avait des petits détails, des petits signes, des petits objets sacrés qu'ils avaient au fond de leur poche et qu'on a été chercher et qu'on a un peu trouvé pour nous permettre d'augmenter notre imaginaire sur avec quoi on vient à l'hôpital lorsqu'on est dans une situation de souffrance. Et donc, les patients ressortaient de ce moment-là, alors ça durait très 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 longtemps. Et puis, avec l'ensemble de cette matière-là, parce que vous imaginez bien qu'on a compilé tous ces matériaux, ces images, ces secrets, on a fait la proposition et le pari suivant de faire un projet qui va s'appeler le chemin de sa personne. C'est-à-dire comment on peut faire une proposition artistique et architecturale aujourd'hui à l'hôpital qui prenne en considération, en écho, en écoute, les mots avec lesquels les uns et les autres venons lorsqu'on vient se faire soigner à l'hôpital. Comment on allait pouvoir aller attraper des paysages qui sont des paysages de l'intime, comment on allait pouvoir attraper des objets sacrés qui sont coincés au fond de nos poches, pour les réinstaller dans un espace hospitalier qui se pense hospitalier avec cette attention particulière à nos croyances individuelles, extrêmement compliquées, dans un lieu rationnel, dans un lieu avec un héritage de la couleur blanche, par exemple, abstrait. Voilà. Donc on a réfléchi à comment sortir de l'abstraction pour faire une proposition qui est en l'état de proposition, qui va prendre place à différents endroits de l'hôpital de cette façon-là, en tout cas, in progress. Pardon, ce n'est pas la bonne image. De quoi Parfois on se trompe, parce que, voilà. Alors, de quoi va être constitué ce chemin de sa personne ? Alors, vous allez avoir un ensemble d'images, peut-être, qui sont des images que vous avez tous au fond de vos appareils photo lorsque vous partez en vacances. Donc, l'idée, c'est de venir proposer dans l'espace public de l'hôpital des images qui font écho, peut-être de façon brute, à nos paysages de vacances. C'est aussi de venir y installer des images inattendues ou qui font sourire les enfants. Je t'ai vu, tu as souri, et ça me fait très plaisir que tu sourisses, parce que précisément, c'est ça la question. C'est quand on vient à l'hôpital, on ne s'attend pas à avoir des images familières.
comment peut-on installer dans l'espace de l'hôpital des images qui sont familières, c'est-à-dire qui font écho à ce qui nous touche en dehors de l'hôpital. Et alors vous allez dire que la question animale apparaît de façon un peu saugrenue, et c'est vrai qu'elle apparaît un peu par effraction, parce que l'animal, hormis le cheval, mais on retrouve assez peu des chevaux dans les hôpitaux, sauf pour soigner dans le nord de la France, hein, ça existe. Mais l'animal est quelque chose d'absent aujourd'hui de notre préoccupation hospitalière pour des questions sans doute d'hygiène, bien sûr. Et en même temps, je me demande, on se demande, lorsqu'on est sur un lit, bien en peine avec sa maladie et peut-être au dernier moment de sa vie, que devient l'animal qu'on a laissé chez soi, qui est en train de nous attendre dans la voiture. Ou qui attend dans la voiture. Et alors, j'en ai un peu discuté avec les personnels hospitaliers. On dit ça existe, ça existe. Alors peut-être que vous le savez pas, mais parfois il arrive que certains patients sont descendus le soir discrètement pour aller rencontrer son animal domestique. Voilà, cette question animale, elle arrive. On la pose par une représentation, bien sûr. Une autre image. Le kiwi. Le kiwi. Le kiwi, bah oui, c'est peut-être encore plus saugrenu que le chien. Le Censuré. Le kiwi, c'est l'image en fait quelqu'un qui a tout simplement oublié sa liste, qui n'a même pas rayé le kiwi, donc l'a-t-il pris. Et en fait, c'est l'image de certains symptômes que les traitements donc de chimiothérapie peuvent amener. C'est la perte de la mémoire ou alors plutôt, comme on en parlait tout à l'heure avec Monsieur Mahon, la sensation d'être embrumé. Et donc, parfois, de ne pas se rappeler la page qu'on a pu lire avant du livre. Donc, le kiwi, c'est cette image-là. Le jeu parce que finalement, ça nous semblait intéressant de proposer des images de projection d'un moment comme ça qui aurait pu être dans une chambre de stérilisation, mais ce n'est pas le cas. L'idée, c'est aussi de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut proposer comme image à des enfants qui viennent à l'hôpital qui peut raccrocher l'enfant à l'enfance. Voilà, et de se dire que peut-être qu'il y a à cet endroit-là des jeux à proposer. Et puis la proposition, et là je vous laisse démarrer. Donc la proposition, qui est en cours de réflexion, mais qu'on a quand même déjà abordé. Donc c'est vraiment de prendre place sur cette espèce qu'on appelle le sarcophage. Ce lieu qui est vraiment central dans l'espace, avec le rappel du coup de cette petite maisonnette en fait qu'on a au premier plan et qu'on va dupliquer parce qu'au final ça nous a interpellé cette idée de l'échelle, de la dimension et de ramener un peu des aspects de chez soi, de se rapprocher de chez soi. Et donc de travailler après par les couleurs, notamment par rapport au PPP qu'on a pu faire. Plusieurs couleurs différentes avec des matériaux iridescents qui permettent au final de ne pas choisir de couleur et que c'est en fonction du point de vue qu'on a par rapport à l'objet que la couleur se dessine. L'idée aussi de créer de l'usage, et ça en fait on l'a vu au fur et à mesure qu'on est passé sur le lieu, de pouvoir proposer un banc comme ça tout du long qui pourrait permettre à tous ceux qui attendent leur consultation de pouvoir prendre le soleil ici et de venir y accrocher dans la même réflexion ces images dont parlaient Arnaud et Tiffaine qui seront là vraiment pour questionner, pour interpeller, pour créer la discussion entre les personnes qui viennent, parce que c'est ça le but aussi, c'est que ça soit des éléments comme ça déclenchants. Et aussi, une autre question, c'est d'arriver à nommer les lieux. Et on l'a vu par exemple par la question du dépositoire, où finalement, même maintenant que le chantier est en cours, les personnels ne savent plus appeler les endroits parce qu'eux-mêmes sont perdus, donc ils peuvent plus les indiquer aux patients et ainsi de suite. Et on trouve intéressant de venir nommer de façon un peu plus poétique ces lieux pour pouvoir, dans l'usage futur, pouvoir mettre des mots sur des lieux. Donc là dans l'idée, ça serait cette place qui deviendrait la place de l'arc-en-ciel, et qui questionne justement cette notion un peu de place, de point névralgique,
Dans Bergognier, il y aura le nouveau bâtiment qui sera un peu la relation avec la rue. Et là, on est plus sur la place un peu du village intérieur, des choses comme ça. Et donc voilà pour ça. On avait peut-être une question à Gérald Carmona qui nous accompagne depuis le début du projet sur la complexité, peut-être, Gérald, de mettre des mots aujourd'hui sur l'hospitalité. C'est compliqué de parler de l'hospitalité dans un hôpital qui subit le désordre de sa vitesse. On voudrait savoir un petit peu comment vous, dans votre projet d'hospitalité de demain, vous la concevez et la construisez, justement, au-delà de la dimension de communication. Bon, bonjour à tous. La question est sympa à cette heure-ci, je trouve. Je vous remercie. Tout d'abord, un petit message institutionnel. Là, on est sur une belle image. Par contre, on a vu des moins belles images, on va dire, de l'institution. Rassurez-vous, le cœur du réacteur, c'est de la haute expertise, de la haute technologie et de la haute technicité. Donc, l'hôpital est un hôpital référence sur la cancérologie. Donc, pensez-y, hein, en tout cas. Par rapport à ce qu'on a vu aussi, je voulais faire quelques commentaires sur, par exemple, le plan d'évacuation qui était, vous l'avez peut-être plus en tête, où on voyait ce fameux trépied. Et non, on n'a pas perdu le nord, parce qu'on n'a pas construit au nord, parce qu'on est un hôpital urbain, donc on est contraint par la ville. Et il se trouve qu'au nord, c'est le lycée Saint-Genès avec 3000 étudiants ou 3000 élèves, donc c'est difficile de les déloger, même si on aimerait bien leur surface foncière. Donc voilà, ça c'est un peu d'histoire. C'est un peu d'histoire, mais c'est important parce que avant d'arriver à l'accueil et à l'hospitalité, c'est ta question, il faut voir qu'un hôpital urbain, si on regarde, il a 100 ans d'existence, il a 40 projets architecturaux pratiquement. L'image que tu as montrée sur le plan d'évacuation, la partie est de la tour, c'était le début de l'hôpital qui était tourné vers Saint-Genès. On n'avait pas le trépied au départ, hein, sur les premières photos, quand on a fait le livre des 90 ans. Et l'accueil et l'hospitalité à l'époque, ça devait être quoi? Quand on sait que c'était des chambres à 20 lits. L'entrée, la durée d'hospitalisation, j'en parle même pas, docteur. Ça devait être quand même assez long. Donc, on était sans doute sur des accueils hospitalités différents de ce qu'on a pu vivre sur les 90 ans. Et maintenant, on est à une autre époque. Donc, l'hôpital est urbain, ouvert sur le quartier, traversant. Et c'est vrai que ce chantier nous a bloqués depuis maintenant près de 3 ans, quelque part, parce qu'on l'a mis en sécurité. Et donc, on n'a plus traversé l'hôpital. Les quatre établissements autour de nous qui apportaient de la jeunesse dans l'hôpital, de la vie, des trottinettes, etc., qui passaient dans l'hôpital, avec quelques dangers parfois, mais on a essayé de réguler ça. Ça s'est bloqué. Et donc, c'est pour ça que je voulais revenir sur les images qui étaient montrées tout à l'heure, qui étaient quand même assez tristus. Bon, c'est la réalité dans ce moment, mais ça n'a pas toujours été ça, et on va faire mieux, on le voit bien avec ce projet-là. Et donc, depuis 2-3 ans, quand on a réfléchi sur ce projet, ça vient de bien plus loin, parce que déménager un hôpital qui a été finalement construit pratiquement sur 40 projets architecturaux depuis 90 ans, c'était juste impossible, donc on est resté sur place. Donc c'était un vrai choix, on savait que ce serait dur. Mais quelque part, maintenant qu'on est en plein dans ce projet accueil et hospitalité, en fait, on a réfléchi ensemble, puis avec vous après, sur le fait que l'hôpital, finalement, il a une partie historique, qui est la partie Saint-Genès, cette tour que pour certains connaissent, qu'on a un peu vue tout à l'heure. Il y a une partie contemporaine qui est au niveau du parking que tu as évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'on passe par là actuellement. Contemporaine, un peu un Beaubourg, parce que c'est tout le laboratoire avec des tuyaux derrière qui ressemblent un peu à Beaubourg, et le nouveau quartier qui est cet hôpital qui se construit, enfin une partie de l'hôpital, et un quartier dont on ne pense pas, qui n'est pas trop exposé là, c'est le sous-sol, comme un métro finalement, où il y a une vie en sous-sol qui est très très importante, qui est notée ici, c'est la radiothérapie. Et le carrefour qui est montré ici, en fait, il est au centre de l'hôpital, il est vraiment, vraiment au centre d'un équilibre qu'on ne voudrait pas reporter complètement sur le nouveau bâtiment,
mais se dire, ce nouveau bâtiment est là, c'est l'entrée principale, une vraie entrée. Tu disais qu'il n'y en avait pas, il y en aura une vraie maintenant. Mais après, le centre du village, la place publique, on se dit, c'est là. Et donc, il faut redonner ces lettres de noblesse à cet endroit avec des architectures qui rappellent les... Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais vous allez dire les toits, les pentes, etc. De la lumière qui va vers l'arc-en-ciel que tu évoquais tout à l'heure, et ce porche qu'on veut traiter parce que c'est un endroit de passage de la nuit qui est glauque. Et donc, on voudrait le retraiter en gommant les trottoirs, puisque c'est presque casse-gueule pour les patients qui passent ou les personnels. Donc, quand on a travaillé sur une nouvelle image de l'Institut par rapport à l'hospitalité, l'accueil, avec sur ce nouveau hall, on s'est dit on ne peut pas faire sans refaire cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'on vous remercie pour ce travail. Je n'ai sans doute pas répondu à toute la question parce qu'elle est très très vaste. Mais en tout cas, pour nous, c'était de se dire, de ce hall central, si on doit accompagner les patients qui deviennent de plus en plus des passants, qui restent que 4 jours au lieu de 20 jours avant, eh ben, il faut leur montrer très très vite, dans un laps de temps très court, ce que peut leur apporter l'hôpital en dehors de la chambre, avec les lits à côté, l'espace rencontre information, d'autres espaces de souvenirs, comme tu as dit, et je pense qu'on va faire quelque chose de beau avec vous. Voilà. Merci Gérald. On va continuer avec quelques images, mais peut-être en les passant un peu rapidement. C'est sur la technicité en cours du travail. Et puis, vous aviez peut-être en arrière-plan, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais tout là-bas au fond, une vitre géante avec vous voyez ici, là, vous avez une grande vitre avec un support irisant, voilà, qui est aussi une connexion à ce passage qui conduit au sablier inversé. Le pari du projet, on l'a fait, alors c'est que c'est compliqué de renommer des choses comme ça de façon poétique dans un hôpital, mais l'idée, et c'est la grande image que vous avez installée dans l'exposition, c'est que à chaque fois qu'on va travailler un espace, on va le travailler avec différents matériaux qui vont être la lumière, des images, qui sont des images plus ou moins énigmatiques, qui renvoient à ce qu'on a trouvé au fond des poches, au fond des récits des uns et des autres. Et puis, on va fabriquer des hôtels qui auront différentes formes. Ça, c'est Jules et Tiffaine qui les ont dessinés, qui les fabriqueront sur mesure pour y accueillir d'autres éléments, d'autres visuels qui permettront, c'est le pari de l'œuvre, de permettre aux personnes qui viennent ici de se projeter dans d'autres images qu'un mur blanc, qui est une abstraction finalement, et peut-être pour penser l'accueil, y compris au moment où on accompagne le défunt dans son dernier parcours, c'est-à-dire le dépositoire, mais juste avant la salle de recueillement, peut-être de renverser un petit peu l'expérience de cette douleur-là en le nommant autrement. Et puis, Jules, ou Tiffaine, vous pouvez relayer à cet endroit-là. Il y a aussi, du coup, la dernière donnée qu'on répète en fait à chaque endroit, qui est la notion des usages et ce qu'on pressent et ce qu'on a pu voir. Donc, il y avait le banc aussi tout à l'heure qui répondait finalement à l'attente, parce que les familles qui seront au sablier inversé, qui attendent ou qui prennent l'air, finalement aujourd'hui s'appuie. On voit toute une belle traînée de pieds sur le muret. Pourquoi pas mettre un banc pour attendre? Et puis il y a aussi cette notion d'œuvre dispositif. Donc il y a aussi d'autres usages à mettre en exergue. Il y a aussi de l'art réalisé par les patients ou par les usagers qui peuvent être exposés. Et c'est aussi proposer donc des hôtels qui permettront de mettre en valeur ces pratiques qui sont à l'hôpital, qui se passent à l'hôpital. Il y a aussi, donc du coup là on passe sous ce porche qui, donc, comme on a pu le dire ou comme vous l'avez signifié, ça peut être un petit peu glauque. Et puis, donc on a fait les votes ici et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas répondre à tout le monde, qu'on choisissait la couleur qu'il avait choisie. Donc, comment lutter contre ce clair-obscur? Peut-être qu'il ne faut pas lutter, il faut aussi le magnifier. Donc, peindre un grand mur en noir. Et pourquoi pas, puisque finalement on peut jouer avec la couleur et avec les matériaux iridescents dont on parlait tout à l'heure. Amener la lumière et donc amener les images du quotidien,
comme la précédente image, amener des hôtels pour différents usages. Donc présenter l'art et les pratiques qu'il y a déjà là, peut-être charger son portable, puisqu'ici on est dans un lieu où il y a un passage et un flux permanent, et on est face à l'Héry, finalement un lieu où les gens viennent aussi se discuter et prendre le temps. Donc pourquoi pas décaler aussi un peu l'usage de l'Héry dans ce passage. Donc charger son portable, c'est tout bête, mais aujourd'hui c'est une des problématiques qu'on a. On a tous eu ce moment où paniquer, il ne reste qu'1% et on a l'impression que la vie s'arrête. Et puis il y a aussi répondre aux besoins de l'Héry, qui aujourd'hui est donc une paroi vitrée et qui a aussi à peu près 450 flyers collés dessus, probablement parce qu'il y a beaucoup d'informations à communiquer à tout le monde. 500, Arnaud les a comptés. Et il y a aussi peut-être un besoin de créer des filtres. Donc, on sait qu'il y a aussi cette problématique de l'Héry, comment rester caché et aussi à la vue de tous. Et puis, mettre en valeur peut-être des affiches qui sont plus importantes ou plus actuelles, parce qu'une date va bientôt se terminer. Donc, la mettre plus en valeur et utiliser ce passage comme un support aussi d'information. On avait parlé aussi, évoqué ça peut être un lieu où les patients ou les personnes qui sont déjà passées là puissent laisser un mot. Parce qu'il y a souvent cette volonté finalement de laisser une trace. Et donc parfois c'est juste un mot de remerciement ou un mot d'encouragement pour les prochains. Donc peut-être un mur à parole. Ça, c'est des choses qu'on est en train d'évoquer conjointement aussi avec et les bénévoles et la direction. Et peut-être deux choses à ajouter pour compléter ce que tu viens de dire, Tiffaine. Il y a l'association Haute Couture qui travaille déjà avec... et fait un travail remarquable d'écriture avec les patients. Ce travail-là prend différentes formes d'exposition, etc. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est une œuvre qui va s'incrémenter, c'est-à-dire qui va bouger avec le temps. Et l'idée de ces hôtels-là, c'est aussi l'idée de répondre à la commande initiale qui avait été passée à Cancans, c'est-à-dire de pouvoir proposer des supports pour accueillir d'autres productions. On sait comment c'est compliqué à l'hôpital. Donc l'idée de l'œuvre, c'est d'être à la fois esthétique, architecturale, lumineuse. Alors je vous rassure tout de suite, l'image que vous avez n'est qu'une image. On va continuer à travailler, notamment sur l'action des couleurs et du côté un peu foire qu'on a ici pour l'instant, même si la foire c'est très bien. On va essayer de lui donner une dimension avec une unité esthétique un peu plus forte. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est que dans l'idée de renommer certains lieux, ce lieu-là se renommerait Passage du cœur battant. Mais c'est encore à discuter, parce qu'évidemment, tout ça, on extrapole. Voilà. Et puis juste pour terminer sur l'action du noir, le noir, c'est quand même la couleur la plus chic aujourd'hui. Alors évidemment, dire à un hôpital qu'on va repeindre en noir son lieu principal, c'est ouf. Du coup, c'est un peu crispant. Alors du coup, on va discuter, etc. Mais je renvoie bien sûr à Michel Pastoureau, qui a écrit sur l'histoire des couleurs, que vous avez sans doute déjà entendu. Le noir ne fait plus peur à personne aujourd'hui ou dans quelques campagnes reculées. Bref, allons-y peut-être. On a parlé de ça. Et puis, le dernier endroit sur lequel on va vous emmener, et après, je vous rassure, on va aller boire des verres ensemble, parce que c'est le dépositoire. Le dépositoire, c'est le lieu qui rentre dans le projet et qui va finalement être un lieu qui va être pris en considération aujourd'hui, mais qui ne s'est pas encore tout à fait arrêté parce qu'on ne sait pas comment l'institution peut prendre ce lieu-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est de rénover ce lieu, peut-être de repenser sa distribution. Vous voyez, vous avez un long couloir, une première porte bleue, vous circulez à l'intérieur. Si je vous accompagne avec le petit trait rouge, ce sera plus facile. Ça, c'est le couloir extérieur, la porte bleue. Vous arrivez ici, vous avez le bureau de Jean-Marc avec les classeurs. Vous arrivez là et vous avez accès au corps du défunt qui attend d'être... dans son cercueil pour repartir après en dehors de l'institution. Et là, c'est la chambre dans laquelle sont travaillés les corps, etc. Donc l'idée, c'est de refaire ce circuit-là, de le repenser avec des œuvres qui évoquent plutôt une expérience physique que Marine va nous raconter. Sable inversé. Face à la mort du proche, ils avancent lentement, pleurant ou non. Sur le mur jaune, un papillon noir doré s'est posé. Ils patientent dans une lumière chaude que les corps passent la lourde porte. Chacun dissimule le mieux qu'il peut,
Au fond de ses yeux, des bribes d'une mémoire surgissante en pagaille. Des bouts de vie reviennent s'agiter devant leurs yeux comme des hologrammes. Une étrange collection d'objets crée le musée imaginaire du défunt, sans qu'aucune cohérence ne soit perceptible. Nos corps et nos pas sont engourdis, un peu comme si du coton avait remplacé le sol. Les objets remontent comme des expériences de la vie et de son paysage lentement bâti. Ils résistent à l'effacement du sable, en même temps que le moment du passage à la poussière est le plus effrayant. Signe d'une résistance, au-delà de la disparition du proche, les objets nous restent, bavards et indécollables du souvenir. Le rituel du passage nous remémore la lenteur du temps que la mort semble précipiter dans le vertige de la vitesse d'elle-même. Ensevelis, les souvenirs ressurgissent à la ligne de flottaison, à l'inverse même du temps qui s'écoule, ils remontent. Pourtant, dans ce fond marin, le sentiment d'être attrapé par une douleur pesante comme une pierre persiste. Oxymore du moment, entre la pesanteur et la légèreté, nos corps sont écrasés de douleur et de douceur à la fois. Ce texte évoque évidemment un cheminement qui sera travaillé esthétiquement dans l'architecture. Pas d'image parce que c'est difficile de rendre en image ce que l'on imagine pour l'instant. Et puis le projet, et puis ça va être le dernier moment peut-être de cette soirée, et puis je vais vous reposer une question, Monsieur Mahon, si vous le voulez bien. Parfois, il arrive de croiser dans l'hôpital cet homme en blanc avec ce sac noir et cette valise sur lesquels vous avez le nom d'une personne avec un code barre. Vous savez, le code barre, c'est le code du malade. Bon, bref, en d'autres endroits, c'est un nom d'écrou. Et puis, ce sont les dernières affaires de la personne défunte qui vont être remises à la famille. C'est une image évidemment bouleversante, violente en même temps. Et on se demande jusqu'à quel point il faudrait que nous travaillions ensemble, y compris à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit où l'institution, avec son ambition d'institution innovante, battante, architecturalement moderne, comment on peut ensemble réfléchir à ces détails-là qui constituent votre paysage et qui en même temps sont compliqués à prendre en considération. Donc l'idée peut-être, et la dernière question que j'aimerais vous poser, Monsieur Mahon, vous avez en héritage un collage architectural, vous avez en héritage un hôpital complexe, compliqué. Je sais, puisque Nicolas Portolan me l'a dit, et c'est aussi quelque chose qui l'intéresse, que la question de la mort ne vous effraie pas tant, et que peut-être vous avez aujourd'hui cette préoccupation de dire peut-être qu'il faudrait se la poser plus ou mieux ou autrement dans l'Institut. Oh, c'est une question compliquée, là. On voit, de toute façon, Arnaud, que vous l'avez beaucoup évoqué. Ça vous a quand même, ça reflète et illustre quand même ce qui vous a troublé. C'est-à-dire que vous nous en avez parlé au début de votre exposé, vous y revenez dessus. C'est vrai que l'architecture de cet endroit-là est, on peut le dire, biscornue. Donc, tout ce qui tourne, effectivement, autour de la mort... c'est bien évidemment fait partie de Bergognier, mais ça fait partie, la mort fait partie de la vie aussi. Hein, donc voilà. Moi j'ai toujours une note positive parce que effectivement nous on prend en charge des patients pour effectivement de les guérir, hein, comme je disais. Donc je reste toujours sur une note positive, mais je ne mets pas du tout, je suis pas dans le déni de la fatalité à laquelle on est souvent confronté. Et on n'est pas là pour cacher les choses non plus. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, le lieu est bloqué à cause de son architecture. Et même si je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, Bergognier, ça sera toujours un chantier permanent. Sauf vous avez vu, et grâce à vous, on a décidé de prendre du recul. Si on ne faisait pas appel à des gens comme vous... peut-être qu'on ne verrait pas ce que vous avez vu. Et sûrement qu'on ne verrait pas ce que vous avez vu. Donc tout ce que vous voyez est très important pour nous. Mais le fil directeur, puisque j'en suis le directeur, c'est pas moi qui l'ai finalement dicté, c'est l'environnement. On a une règle, en fait, nous, en biologie ou en médecine, qui est une règle un peu dogmatique, qui consiste à dire, vous savez, le phénotype, c'est le génotype plus l'environnement. Ce que l'on voit, c'est ce que vous êtes, plus l'environnement qu'il y a autour.
Et l'environnement qui est autour de Bergognier, l'environnement, on l'a dit, il y a les écoles, et puis il y a la ville. Bergognier, il est dans la ville. Et en fait, ce qu'on a voulu, c'est déplacer les entrées pour se retrouver vers la ville, s'ouvrir vers la ville. Ces dernières années, historiquement, cette institution avait tendance à s'était refermée un peu sur lui-même. Et du coup, on voit très bien quand on se promène on se referme sur soi-même, mais on en oublie finalement la ville pour finalement s'intéresser à ce qu'il y a en dehors de la ville. Donc il y a un symbole qui est fort, c'est que vous vous promenez sur les parkings, vous voyez les plaques d'immatriculation, c'est 24, c'est 86, c'est 85, c'est 40, c'est 47, 64. Et finalement, bon, bien sûr qu'il y a eu 33, 40, mais si vous voulez, on avait un peu perdu cette dimension de ville, donc on se remet sur cette dimension de ville, surtout que la mairie qui était là tout à l'heure nous l'a un petit peu imposé, parce qu'il y a une station du tram qui s'appelle Bergognier. Et donc l'entrée du futur institut sera côté tram, côté ville, côté Bergognier. Donc je voulais surtout rester sur cette note, voyez, et le sens, parce que malgré tout, quand on fait les choses ont quand même un sens. Hein. Et le sens de toute cette nouvelle organisation, il tourne autour de cette vie-là. Mais cette vie-là n'oublie pas, effectivement, les détails que nous, on n'est pas forcément amenés à voir et que vous nous avez, disons, souligné et qu'on va essayer pas de gommer, mais de plus prendre en conscience pour pouvoir donner, malgré tout, une harmonie. Merci pour cette prise en conscience. Moi, j'aime bien cette prise en conscience parce que c'est vraiment le jeu qu'on installe ensemble, hein, finalement, entre l'art et l'hôpital, avec cette préoccupation aussi des architectes et leur singularité pour lire les espaces, parce que c'est quand même toute une espèce de lien comme ça qui se met en place. Peut-être pour conclure, on peut quand même dire que le chemin de sa personne est une œuvre dispositif, c'est-à-dire in progress, pour faire un peu d'anglais, là, comme ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'une œuvre qui va s'incrémenter au fur et à mesure des années, qui n'est pas une œuvre figée, mais qui peut et qui pourra accueillir demain d'autres productions artistiques. Alors, on sait qu'aujourd'hui, à Bergognier, il y a d'autres artistes qui travaillent, comme Cécile de Mongy, qui fait un travail remarquable avec les patients, qui les conduit chez elle, avec l'artothèque Les Aromures de Pessac. L'idée aussi, c'est que cette œuvre puisse accueillir d'autres œuvres, ça je l'ai déjà dit. Et puis, il y a aussi d'autres aspects qu'on travaille aussi avec l'ARS, hein, l'Agence régionale de santé, et puis l'IRTF, peut-être demain, et la région, bien sûr. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a repéré ensemble, hein, sur cette mise en conscience des choses par la dimension artistique, à quel moment ça peut devenir un outil de formation ? À quel moment ça peut devenir un levier pour dire les choses à un endroit où on n'a pas l'habitude de les entendre ou de les entendre de cette manière-là ? Donc le projet qu'on vous a présenté ce soir est un projet en construction, qui n'est certes pas fini, évidemment, qui certainement va bouger, mais en tout cas, l'objectif de cette soirée, c'était pour nous, Jules et Tiffaine, vous me direz, hein, bien sûr, Laura, tu pourras dire aussi un mot, c'était de mettre sur l'espace public cette recherche, d'aller chercher l'hôpital sur le terrain politique, ce que l'art peut aussi faire, et de vous remercier de votre patience pour cette très grande soirée. Et je pense qu'on va bientôt boire un verre parce qu'il fait très soif et ça se passe là-bas. Merci à tous de votre écoute et qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est tout. Merci.